Donc, on va commencer sans trop tarder par la présentation et la communication de Dr Monia Melek. Euh, Si vous voulez bien, je ne vous connais pas non plus, si Oui, Aded. oui. Donc, si vous vous présentez comme ça pour que ça soit... Merci, merci. Donc, je suis une seconde. Vous allez respecter le temps qui est de... parfaitement. Qui m'a été... Comment alors, vous avez de 8h30 à 9h. 30 minutes. Mais l'idéal, c'est que ce soit 20 minutes pour avoir 10 minutes de discussion. D'accord. Je vous informerai quand vous serez à 20 minutes. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de la STGE de m'avoir invité pour parler aujourd'hui du diagnostic de la souffrance fœtale aiguë. Je suis Dr Monia Melek, professeur à la maternité Centre de maternité et de néonatologie de Tunis, la RAPTA, et j'exerce depuis une vingtaine d'années. Donc, on m'a demandé donc, le sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur. Comment affiner le diagnostic de la souffrance fœtale aiguë? Pardon? D'accord. Donc, en fait, la souffrance fœtale aiguë, c'est un terme qui est général et il tend à être remplacé de plus en plus par le terme asphyxie fœtale. Donc, la prévention de cette asphyxie pendant le travail est un objectif majeur de l'obstétrique moderne. Malheureusement, le diagnostic définitif de l'asphyxie ne se fait qu'après la naissance de façon formelle et donc, il s'agit donc notre rôle comme obstétricien, c'est plutôt de prédire cette asphyxie par des techniques d'évaluation perpartum. La lecture du RCF constitue la pierre angulaire de cette prédiction. L'association asphyxie périnatale survenue d'handicaps neurodéveloppementaux est connue depuis le dernier siècle. Ces anomalies peuvent également avoir été acquises. Et aussi, certains cas d'asphyxie péripartum peuvent se constituer après la naissance par mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. C'est pour cela un consensus multidisciplinaire définissant les critères permettant d'attribuer une encéphalopathie ou une paralysie cérébrale à une asphyxie perpartum a vu le jour et il va être bien détaillé par nos amis néonatologistes. Il y a des critères essentiels et des critères non spécifiques définissant ou attribuant une asphyxie à ces paralysies à une asphyxie perpartum. Donc cette acidose néonatale survient dans 0,5% des cas des accouchements à terme et une encéphalopathie peut survenir dans 2 pour 1000 des cas. Cette encéphalopathie, si elle est sévère, on a une issue fatale dans un tiers des cas et pour les 2 tiers survivants, la moitié garderont des séquelles et c'est pour cela donc ça constitue une des principaux motifs de procédure judiciaire et la revue des dossiers par les collèges d'experts montre dans plus de 50% des cas dans leurs conclusions qu'il y a une prise en charge non optimale et une mauvaise interprétation du rythme cardiaque fœtal. Donc, la problématique, c'est de définir le moment opportun pour intervenir avant l'installation des séquelles sans pour autant augmenter les interventions. Donc, l'asphyxie, elle est secondaire à une altération sévère des échanges gazeux utéroplacentaires. Elle conduit à une acidose métabolique, puis à une hyperlactécidémie et une altération du métabolisme cellulaire. Elle peut être secondaire soit à un événement sentinelle, un accident aigu, soit elle peut survenir sans événement sentinelle et cette hypoxie est d'installation plus progressive.
Et j'insiste beaucoup sur donc la physiopathologie, puisque c'est en se basant sur ces données qu'on va essayer de faire la corrélation avec le rythme cardiaque fœtal et définir le moment opportun pour extraire ce fœtus. Donc, tout d'abord, il y a une hypoxie qui peut être aiguë, subaiguë ou évolutive, puis s'installe, donc si cette hypoxie est permanente, s'installe l'acidose respiratoire, puis métabolique, et enfin, on se ramasse avec une encéphalopathie néonatale. Donc, l'acidose respiratoire, au début, donc, elle commence par une accumulation de CO2 qui est produit par la respiration et qui est donc transformé en ion bicarbonate et ion H+. Et à un stade plus avancé, c'est l'acidose métabolique qui s'installe et là, malheureusement, on risque d'avoir des séquelles avec accumulation d'ion H+ dans la cellule et arrêt du cycle de Krebs et orientation vers la production d'acide lactique et l'apparition d'une lactacédémie. Donc, on sait très bien que le Collège français, depuis 2007, il recommande la pratique systématique, la réalisation du pH au cordon pour une évaluation rétrospective de la qualité des échanges gazeux phytomaternels pendant le travail. Et c'est important de prélever l'artère et la veine, puisque s'il y a un phénomène récent et bref, une acidose plus marquée dans l'artère que dans la veine, sinon des anomalies qui sont présentes dans les deux vaisseaux témoignent plutôt vers un phénomène plus ancien. Donc, pour essayer d'optimiser et d'affiner ce diagnostic, il faut tout d'abord, dès l'admission, les recommandations de faire un checklist et d'évaluer, bien étudier le dossier maternel et fœtal, les antécédents, et faire un checklist pour évaluer le risque de cette parturiente. Donc, le contexte initial, l'âge maternel, la nulliparité, l'utérus cicatriciel. Donc, ce sont plusieurs situations qui exposent ce fœtus à la survenue d'une asphyxie. Et je vous rappelle que le déclenchement et l'usage de cytociques met ces patientes à risque d'asphyxie. Le contexte du travail, est-ce qu'il y a des métrorragies, hyperthermie, l'aspect du liquide et l'analyse du rythme cardiaque fœtal. Donc, les patientes sont classées soit à bas risque, soit à un risque préconceptionnel, diabète ancien ou bien une maladie hématologique, un risque apparaissant au cours de la grossesse ou bien un risque qui apparaît au cours de l'accouchement avec des anomalies du RCF et difficultés à l'accouchement. Donc, on va adapter le niveau de soins au risque de la parturiente et ça a été bien démontré que ça diminue les complications néonatales, la cyanose, l'hypothermie et l'acidose. Cependant, juste un petit rappel, c'est que la majorité des asphyxies surviennent chez des patientes à bas risque. Donc, malgré que la patiente est classée dans un type à bas risque, il faut quand même bien la surveiller et offrir les soins optimaux. Donc, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, notre allié, c'est la base de surveillance du bien-être fœtal. Il y a malheureusement le problème, une variabilité intra- et interopérateur très importante, ce qui rend les résultats quand même, en se référant à la littérature, c'est un examen qui est le plus souvent mal interprété. Donc, une revue Cochrane intéressant 37 000 parturiantes qui a comparé l'enregistrement continu du RCF versus l'auscultation intermittente. La principale conséquence de l'enregistrement continu du RCF était d'augmenter, il y a une augmentation notable du taux de césarienne sans pour autant avoir un impact significatif sur l'acidose au cordon, sur la mortalité périnatale et la paralysie cérébrale. Aussi, donc, ça découle des plaintes médico-légaux. Donc, 46% à 71% des signes d'asphyxie ont été négligés donc les opérateurs ont passé à côté du diagnostic de l'asphyxie.
Plusieurs classifications ont vu le jour depuis 2007 du Collège français, de la FIGO, des sociétés savantes, afin d'affiner le diagnostic et de classer les anomalies du RCF en fonction du niveau d'acidose. Mais plusieurs critiques ont été formulées, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de l'évolution du tracé pendant le travail. Par exemple, un tracé avec une fréquence de base de 150, une variabilité entre 6 et 10 est défini comme normal par la majorité des classifications. Cependant si on le compare au tracé en début de travail, il doit être considéré comme suspect puisque la fréquence de base à l'admission était à 120 et la variabilité autour de 20 battements par minute. Aussi, ces classifications privilègent l'analyse plutôt des ralentissements et donnent une description sémiologique caricaturale, DIP 1, DIP 2. En réalité, les ralentissements sont un moyen de défense de l'organisme dans une situation d'hypoxie. Et cette hypoxie n'a aucune gravité immédiate si sa durée se résume à celle des ralentissements et que le fœtus passe la majorité de son temps sur un rythme de base normal. Donc, concernant la classification de FIGO 2015, elle classe en trois catégories selon les différentes constatations, ou bien un rythme normal, ou bien un rythme pathologique dont l'extraction doit être immédiate, ou bien un rythme qui classe en catégorie suspect, où une action correctrice doit être entreprise, ou bien une méthode de deuxième ligne. Donc, une étude suédoise a évalué cette classification et les conclusions étaient que cette classification avait une sensibilité de 50% et une spécificité de 88% pour le dépistage de l'acidose. Aussi, pour la classification du Collège français qui classe ces anomalies RCF, qui classe l'RCF en 5 catégories, soit normale, soit quasi normale, et une rubrique où il classe un risque d'acidose intermédiaire, où on doit faire des actions correctrices ou passer à une méthode de deuxième ligne, et 2 catégories de risques importants et majeurs d'acidose où il faut extraire le fœtus. Une évaluation de cette classification, donc en évaluant l'air sous la courbe ROC, cette évaluation a conclu que cette classification n'avait pas une bonne performance diagnostique de l'acidose. Et récemment, il y a une équipe britannique qui a rédigé des guidelines qui se réfèrent uniquement à l'RCF sans avoir recours aux autres méthodes de deuxième ligne, et qui interprète et qui est basée sur la sémiologie, l'interprétation de la sémiologie fine de l'RCF en se basant sur la corrélation entre les anomalies RCF et les modifications physiopathologiques chez le fœtus. Donc, plusieurs publications, une dizaine de publications. La dernière date de 2022 et il valorise cette technique comme une technique pour prédire l'issue néonatale. Donc, on distingue ces 3 situations cliniques: l'hypoxie aiguë, l'hypoxie suraiguë et l'hypoxie évolutive. Et l'installation, elle est soit brutale, soit sur 30 à 60 minutes, soit sur plusieurs heures. Et il y a une corrélation avec le pH qui baisse de 0,01 par minute au cours de l'hypoxie aiguë et toutes les 2 à 3 minutes pour l'hypoxie subaiguë. Donc, l'hypoxie aiguë, elle est définie par une chute brutale de la fréquence cardiaque pendant 3 minutes. Ces ralentissements prolongés sont assez fréquents lors de la pause de l'anesthésie ou la rupture des membranes, mais surtout lorsqu'il y a un accident aigu qui survient, à savoir une procidence du cordon, une rupture utérine, un hématome rétroplacentaire. Elle nécessite
une réanimation in utero avec arrêt de la perfusion d'ocytocine, mettre la patiente en DLG et plus ou moins administrer un tocolytique. Et il faut à ce moment-là apprécier la variabilité de l'RCF avant et au début de l'épisode. Si elle est normale, normalement, donc on s'attend à une normalisation de l'RCF dans les 9 minutes. Sinon, il faut installer la patiente et démarrer la césarienne. L'hypoxie subaiguë donc s'accompagne d'anomalies du RCF à type d'alternance de ralentissement de plus en plus profonde et large, séparées par des périodes de récupération de plus en plus brèves. Le temps passé par le fœtus sur son rythme de base est inférieur au temps passé dans les ralentissements. Donc, kiff, il faut essayer des mesures correctrices sinon extraire le fœtus. L'hypoxie évolutive, elle s'installe donc progressivement sur plusieurs heures et donc cette équipe a décrit les anomalies RCF en fonction du degré d'hypoxémie et du degré de compensation ou non de cette hypoxie. Donc tout d'abord, il y a un RCF au début qui est normal, puis des ralentissements qui apparaissent pendant les contractions, une augmentation de la fréquence de base, une aggravation de ces ralentissements qui deviennent plus profondes et plus larges, et avec un ralentissement, la pente va devenir plus ralentie, et enfin diminution de la variabilité ou au contraire augmentation des oscillations. Donc, il faut accorder plus de temps à analyser le rythme de base parce qu'il est le reflet de l'oxygénation fœtale et on doit le comparer au tracé à l'admission. Une tachycardie doit inciter à la prudence et l'association de ces différentes anomalies signe une hypoxémie permanente. Et l'analyse des ralentissements plutôt en fonction de leur survenue et leur mécanisme physiopathologique. Donc, il insiste sur que les ralentissements type barorécepteur ou bien type chémorécepteur. Les ralentissements type barorécepteur sont plutôt ont un aspect de début et fin brutal et sont plutôt ne sont que très rarement associés à une acidose et elles sont secondaires à une stimulation des barorécepteurs suite à une augmentation de la pression artérielle et elle entraîne une diminution des ralentissements, une diminution du rythme cardiaque fœtal. Donc les ralentissements jadis appelés précoces et les ralentissements variables typiques sont plutôt des ralentissements type barorécepteur. Tandis que les ralentissements type chémorécepteur se caractérisent par un début et ou une remontée plus lente et sont plutôt secondaires à une stimulation suite à une diminution du pH et ces ralentissements doivent être bien interprétés et on ne doit pas les négliger ou bien les interpréter comme des accélérations. Voilà donc un type de ralentissement type chémorécepteur et cette hypoxie évolutive, elle est compensée lorsque les ralentissements sont plutôt de type barorécepteur, mais lorsqu'elles sont donc de type chémorécepteur, on craint que cette hypoxie est décompensée, on est passé au stade d'acidose. Donc c'est un cas clinique qui illustre donc une interprétation du RCF. On est passé à côté de ces ralentissements. Donc on voit que les ralentissements occupent presque la totalité du rythme cardiaque fœtal et il y a une tachycardie de plus en plus prononcée et malheureusement donc le pH à l'accouchement était à 6,95. Et aussi pour des ralentissements, un autre RCF avec des ralentissements type chémorécepteur. Et je passe tout de suite à l'apport des techniques de deuxième ligne. Donc je vous rassure,
on va essayer, après avoir revu toutes les publications et tout, on va essayer à l'heure actuelle, en 2023, quelles sont les principaux conclusions. Le pH qui est conçu comme méthode séduisante de référence et elle est pratiquée depuis une quinzaine d'années. Donc, elle est appliquée dans plusieurs maternités. Le pH, le cutoff, il est fixé à 7,2. Plusieurs études ont comparé l'enregistrement RCF à l'enregistrement à l'RCF associé au pH au scalp et on s'attendait à une diminution de l'acidose, à une amélioration de l'issue néonatale, mais malheureusement, donc les conclusions sont plutôt décevantes. Il n'y a pas d'évidence qu'il y a une amélioration nette du pronostic néonatal. Les lactates au scalp, donc c'est plus facile à pratiquer. La comparaison a été faite entre le pH au scalp et les lactates avec comme cutoff 4,8 et ce sont deux techniques comparables, mais sur le plan issue néonatale et sur le plan prévention des séquelles néonataux, il n'y avait pas de résultats statistiquement significatifs. Le CG fœtal aussi, c'est une innovation et il a été pratiqué, mais et plusieurs études, donc selon l'aspect de l'onde T et du segment ST, on va donc prédire l'acidose. Plusieurs études ont été publiées. Vous voyez donc presque une dizaine d'études, une seule étude a montré une amélioration du taux d'acidose métabolique. Donc, les conclusions, donc c'est vrai qu'il y a quelques études qui insistent sur son intérêt, mais l'amélioration de l'issue néonatale n'est pas généralisée. L'analyse informatisée du rythme cardiaque fœtal a aussi apporté donc sur le plan théorique une meilleure prédiction de l'acidose, mais aussi, il n'y a pas d'amélioration nette des résultats. L'oxymétrie, aussi l'intelligence artificielle, mais parmi toutes ces études, on n'a pas l'unanimité sur une amélioration nette de l'issue néonatale. Ça, j'ai trouvé donc la simulation du scalp pour essayer de prédire l'état néonatal. Donc c'est une technique facile et rapide et donc elle est basée sur la simulation digitale du scalp fœtal d'un toucher vaginal et suivie d'une accélération transitoire. Cette réactivité est interprétée comme un élément de bon pronostic et cette technique a été évaluée par une équipe française. Quand même, il y a une prédiction de cette acidose. Le pH était normal dans 91,7% des cas où le tracé a montré une accélération. Donc, en récapitulatif, il n'y a aucune preuve réelle de l'intérêt des techniques de seconde ligne. Tout se passe comme si les bons résultats rapportés par certaines équipes n'étaient pas généralisés à d'autres équipes. Le pronostic néonatal dépend d'un ensemble de facteurs et non d'un seul examen. Juste un mot concernant la formation de l'analyse du rythme cardiaque fœtal, puisque c'est important. Donc, on a vu que malgré tout, malgré le développement des techniques de deuxième ligne, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal et son interprétation reste la pierre angulaire pour prédire l'état néonatal. Et il est probablement nécessaire de généraliser ces formations, de les répéter et pourquoi pas de les rendre obligatoires puisque on a vu une diminution, une meilleure interprétation du RCF après ces formations. Et juste un mot concernant l'intervalle entre la décision et l'extraction du fœtus, puisque, comme on l'avait vu, la survenue d'une hypoxie aiguë ou subaiguë va être à l'origine d'une diminution du pH au fil du temps. Donc, essayez de minimiser ce délai. Mais bien sûr, il y a quand même une discordance entre la vraie vie et
ce qu'on souhaite. Donc, lorsque le délai est souhaitable inférieur à 30 minutes, ça n'était possible que dans 40 à 60% des cas dans la majorité des pays. C'est pour cela que certains adoptent le code couleur avec code orange pour certaines indications et code rouge où la naissance doit se faire dans les 15 minutes. Et donc, ça doit être précédé d'une analyse de l'existant et mise en place multidisciplinaire. Donc, en conclusion, malgré les progrès réalisés, l'asphyxie périnatale est une grande pourvoyeuse d'infirmités motrices cérébrales à terme, le plus souvent évitable. La prévention de l'anoxie passe par, il faut repérer les situations à risque, une bonne interprétation du RCF et évaluer les pratiques pour une amélioration constante des résultats. Je vous remercie. Je pense qu'on va laisser la discussion à la fin. Merci d'avoir respecté le temps. Et sans plus tarder, on va passer à l'intervention du professeur Amira Benhamida, qui est chef service de néonatologie à l'hôpital Charles-Nicolle, qui va nous parler du diagnostic et de la prise en charge néonatale. La STGO de nous avoir associés à cette session. Donc, je vais vous parler du diagnostic et de la prise en charge néonatale. Donc, je commence donc rapidement, point de vue néonate. Donc, l'asphyxie périnatale est une pathologie de santé publique. C'est un problème de santé publique. La prévalence, donc pour nous, point de vue néonate, elle est de l'ordre de 1 à 6 pour 1000 naissances vivantes. 1 à 6 pour 1000 naissances vivantes, c'est-à-dire, heureusement, que toute souffrance fœtale aiguë, toute anomalie du rythme cardiaque fœtal n'est pas soldée d'une asphyxie périnatale. Donc, l'asphyxie périnatale est de l'ordre de 1 à 6 pour 1000 naissances vivantes. Donc, ça constitue quand même une prévalence élevée et elle est soldée d'une lourde mortalité. C'est de l'ordre de 23% de mortalité néonatale. La complication la plus redoutable d'une asphyxie périnatale sévère perpartum est l'encéphalopathie hypoxo-ischémique. Dans la prévalence est de l'ordre de 1 à 2 pour 1000 dans les pays développés. Et en Tunisie, d'après une étude multicentrique et des travaux personnels aussi, elle se situe aux alentours de 1 à 2 pour 1000 naissances vivantes. Et donc cette encéphalopathie hypoxo-ischémique est grave de par la mortalité immédiate d'un côté et le risque de mortalité qui n'est pas négligeable, de l'ordre de 15 à 20%, et des séquelles à long terme neurodéveloppementales. La défaillance multiviscérale souvent associée, heureusement le plus souvent transitoire. Ici, une série personnelle prospective montrant que l'asphyxie périnatale constitue un facteur direct de mortalité néonatale sous nos cieux. Et là, c'est la deuxième cause après la prématurité et toutes ces complications. Sur le plan physiopathologique, donc cette plaque pour vous dire que sur le plan systémique, l'hypoxo-ischémie va induire une perte de l'autorégulation cérébrale avec donc hypodébit cérébral, vasoconstruction suivie secondairement par une vasodilatation au risque délétère immédiatement et à long terme. Ce qui a le plus d'impact, c'est donc à travers l'hypoxo-ischémie, nous allons, le fœtus et le nouveau-né va vivre ce qu'on appelle une défaillance énergétique.
une défaillance énergétique avec rapidement une glycolyse anaérobie inefficace qui va aboutir à une hypersécrétion de lactate et une diminution de la production d'ATP. L'ATP qui est nécessaire au bon fonctionnement des pompes ioniques cellulaires membranaires. Il s'ensuit une accumulation du sodium, du chlore, du H2O et surtout du calcium en intracellulaire et du potassium et des acides aminés excitateurs type glutamate en extracellulaire. Ce glutamate donc, va induire un afflux intracellulaire de calcium immédiatement responsable d'une mort neuronale. Donc, à l'immédiat, il y a une mort cellulaire immédiate. Ce même glutamate va induire, après une phase de latence de 1 à 6 heures, des phénomènes excitateurs et de l'inflammation à l'origine d'une mort neuronale donc secondaire, retardée, ce qu'on appelle l'apoptose. Et cette notion est très importante. Regardez en rouge, c'est l'impact, une représentation d'une hypoxie aiguë, une mort neuronale immédiate qui n'est pas heureusement obligatoire. Mais les phénomènes secondaires vont se poursuivre après un intervalle libre et aboutir à une apoptose, une mort neuronale retardée. C'est un véritable phénomène de domino. Et notre rôle, c'est effectivement essayer d'arrêter ce phénomène domino à travers des stratégies de neuroprotection qui doivent s'opérer dans cette phase intermédiaire entre les phénomènes aigus pouvant être à l'origine d'une mort neuronale immédiate et l'apoptose pouvant donc s'installer après 1 à 6 heures et pouvant se poursuivre quelques semaines à plusieurs mois. Alors, donc, le rôle à la naissance du néonate, de la sage-femme, du médecin de première ligne et du pédiatre étant d'assurer la stabilisation cardio-respiratoire dès la salle de naissance et d'être capable d'évaluer sur le plan neurologique ce nouveau-né afin de mettre en place des mesures de neuroprotection. Donc, déjà, il faut poser le diagnostic d'une asphyxie intrapartum. Je ne vais pas revenir sur les détails déjà annoncés. Il s'agit pour nous de la recherche d'un événement obstétrical brusque et l'évaluation du score d'Apgar, un score d'Apgar inférieur à 5, souvent inférieur à 4, persistant à 5 minutes et à 10 minutes de vie, bas, une acidose métabolique avec un pH inférieur à 7, il y a ceux qui mettent la barre à 7,15, au son du cordon au AH1 de vie, avec donc et ou lactate supérieur à 8 millimoles par litre et base déficit supérieur à 12 millimoles par litre. Bien sûr, il faut évaluer aussi le comportement neurologique de ce nouveau-né et rechercher des signes de défaillance multiviscérale parce qu'on n'est pas toujours devant une naissance inborn. Il peut s'agir d'une naissance de l'extérieur et elle vient et on n'a pas d'idée. Et souvent, d'ailleurs, en pratique courante, le tableau clinique est incomplet. Et notre rôle aussi est de savoir éliminer les diagnostics différentiels, type encéphalopathie en rapport avec une maladie héréditaire du métabolisme ou autre pathologie. Notre rôle commence donc dès la salle de naissance. Il faut être là, il faut appliquer les recommandations, la dernière en date de l'ILCOR 2020, où il faut insister sur l'importance de la ventilation pulmonaire, donc, parce que donc c'est ça qui prime, c'est ça la priorité, d'autant plus qu'en matière d'asphyxie périnatale, au premier plan, il y a toujours cette dépression respiratoire à la naissance, en sachant que l'idéal serait d'avoir un capteur de saturation au niveau de la main droite et tolérer des saturations inférieures à 85% les 5 premières minutes de vie. Éviter dès la salle de naissance toute hyperoxie, au même titre que l'hypoxie, l'hyperoxie est grave, éviter l'hypothermie et éviter l'hyperthermie. Donc, l'encéphalopathie, comme j'ai dit, va se caractériser par une dépression respiratoire pouvant amener à une intubation en salle de naissance. Donc, l'évaluation neurologique sera par la suite détaillée. Donc, détaillée sur le plan, comme vous voyez, conscience, activité motrice globale,
posture, tonus axial, succion, système nerveux autonome, c'est-à-dire pupille, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et savoir aussi détecter les éventuelles convulsions. Suite à une asphyxie périnatale, heureusement, l'examen peut être parfaitement normal, mais ça ne dispensera pas d'une surveillance. Il y a plusieurs classifications. La plus utilisée est celle de Sarnat. Donc, on doit être capable de reconnaître quel grade, quel stade de Sarnat. Le Sarnat A, on peut dire que c'est un nouveau-né qui a une bonne succion. Il paraît normal, sauf qu'il est hyper excitable. Il va trémuler, il va à la moindre manipulation sonore ou au contact. Le stade 2, c'est un nouveau-né qui ne va pas bien, c'est évident. Il a un regard dans le vague, il est hypotonique, il peut avoir des mouvements stéréotypés au niveau des membres supérieurs. On va voir une petite séquence. Il est hypotonique, il a un myosis, il hypoventile. Et puis, il peut être plutôt bradycarde à 90-100 battements par minute. Le grade 2 peut passer à un grade 3, soit alors un grade 3 d'emblée avec un état de mal convulsif ou plutôt un état comateux avec une mydriase, avec des apnées, des gaspes, souvent indiquant une intubation en salle de naissance. Donc, juste deux petites séquences, celui-là. Donc, on peut rapidement le classer. Ça marche. Si, ça marche. Donc là, on reconnaît un nouveau-né suite à une asphyxie périnatale. Il a un regard dans le vague, il mâchonne, il a une hypersialorée et il est hypotonique. Ce nouveau-né aussi, il a commencé par être, donc on a objectivé une hyperexcitabilité. Il est hypotonique. Normalement, un nouveau-né à terme, il est en quadriflexion. Regardez ces mouvements, on appelle des mouvements de moulinet ou de boxage, pouvant cadrer avec des convulsions atypiques. On pourra l'affirmer que si on met en place un enregistrement EEG en même temps. Mais c'est des mouvements anormaux qu'il faut considérer comme des convulsions et les arrêter par du phénobarbital. Donc, cette observation clinique va rapidement commencer dès la 30e minute de vie et se poursuivre parce qu'en matière d'asphyxie perpartum sévère, les convulsions ne vont pas apparaître donc, avant H6 de vie généralement et elles sont souvent atypiques, donc d'où l'importance des formations de sages-femmes pour pouvoir les reconnaître donc, quand la sage-femme est seule dans une maternité où il n'y a pas un pédiatre. Alors, les signes cliniques aussi de souffrance, il faut savoir que 2 tiers des crises cliniques, des crises sont infracliniques, d'où l'importance de l'EEG et on ne donne pas du phénobarbital de façon systématique. Donc, le gaz du sang a été fait à H1 de vie. On va évaluer neurologiquement ce nouveau-né. Au départ, il a un examen parfaitement normal. Donc, le diagnostic d'asphyxie perpartum est posé, l'examen est normal, on va continuer à le suivre, on peut le surveiller en maternité, mais on va refaire, donc bien sûr, une GAT et une gazométrie à H2 de vie. Si à H2 de vie, l'examen est normal et le gaz du sang est normal avec un pH supérieur à 7,20, c'est bon, on peut arrêter la surveillance. Si l'examen est normal avec une acidose qui persiste, un pH supérieur à 7,20, on va le surveiller en moins 24 heures encore. Si d'emblée, on fait le diagnostic d'une encéphalopathie grade 1 de Sarnat, là, il faut continuer à le surveiller. À H2 de vie, on va refaire un gaz du sang. Si l'examen devient normal, et il faut savoir que souvent, l'examen va devenir normal. Donc, cette hyperexcitabilité va disparaître et l'acidose va disparaître. Donc, on va juste le surveiller encore 24 heures. Si l'examen est normal, mais le gaz persiste pathologique, là, il faut l'hospitaliser, il faut le transférer, en l'occurrence, dans un service de néonatologie. Le grade 2 peut passer aussi à un grade 3 à tout moment, et là, grade 2 ou le grade 1, donc grade 2 ou 3, nécessite un transfert systématique pour un service de néonatologie, de soins intensifs néonatal. Nouveau-né hyperexcitable, grade 1 de Sarnat,
on attend, on refait le gaz. Le plus souvent, il va s'améliorer. Un nouveau-né grade 2 ou 3, hypotonique, on suspecte des mouvements anormaux, c'est un transfert rapide vers un service de néonatologie. L'idéal serait de mettre systématiquement ces nouveau-nés sous un enregistrement EEG, sauf que, comme vous le savez, ça mérite un personnel qualifié et ça manque souvent. L'EEG d'amplitude peut faire l'affaire, c'est plus simple, ça nécessite 3 électrodes et c'est facile d'interprétation. Il permet de nous donner des orientations quant à la sévérité de cette asphyxie. Il permet même de reconnaître des crises convulsives sous forme de dents de scie. L'ETF, on peut faire une ETF au lit du patient. Elle va montrer un œdème cérébral avec hyperéchogénicité cérébrale, un collapsus ventriculaire, mais c'est l'IRM, l'exploration de choix, l'IRM de diffusion donc au cours de la première semaine de vie et qui peut mettre en évidence différentes lésions. Regardez en haut à gauche l'hyperéchogénicité des noyaux gris centraux qui est associée, vous verrez tout à l'heure, à un devenir donc neurodéveloppemental médiocre. On doit aussi rechercher tout ce qui est défaillance multiviscérale, surtout au décours d'une asphyxie sévère, perpartum, et il faut savoir que tous les organes peuvent être atteints. Si le cerveau est atteint, il faut aller chercher les autres parce que le cerveau, normalement, il est le dernier, il est épargné, et s'il est atteint, que dire des autres organes qui ne sont pas nobles, aussi nobles que le cerveau. Les reins, le taux d'insuffisance rénale dépasse les 50% quand on les cherche. Il peut s'agir d'une nécrose corticale ou tubulaire. La corticale est plus sévère. On peut être amené à faire une dialyse péritonéale en période néonatale. Ils s'en sortent bien le plus souvent, point de vue rénal, mais une insuffisance rénale chronique peut être observée et ça mérite une IRM lésionnelle si vraiment on a eu une insuffisance rénale aiguë importante. Le poumon, donc aussi, il est atteint avec plusieurs pathologies possibles dans l'œdème pulmonaire hémorragique, l'inhalation méconiale, HTAP, donc l'hypertension artérielle pulmonaire persistante. Le cœur aussi peut être atteint avec un véritable infarctus, une ischémie myocardique qui va aggraver les troubles hémodynamiques et donc le pronostic cérébral. Des troubles de l'hémostase à rechercher systématiquement pouvant être pourvoyeurs de syndrome hémorragique, donc une évaluation systématique de l'hémostase. Le foie avec une insuffisance hépatique et une évolution vers une cholestase biologique ou clinique. On peut observer une entérocolite ulcéro-nécrosante par ischémie intestinale. La peau aussi, la nécrose des adipocytes va donner ce qu'on appelle cytostéatonécrose. C'est des zones d'enduration au niveau de la peau qui, dans l'évolution, peut aboutir à des hypercalcémies dangereuses, sévères, dangereuses, qu'il va falloir dépister et traiter par une hyperhydratation. Donc, on fera dans ce sens pour explorer tout un bilan, comme vous voyez, pour explorer tous les systèmes et ne pas omettre de rechercher une infection associée. Une infection est souvent associée à une asphyxie périnatale et discuter souvent la mise sous une antibiothérapie probabiliste après un bilan bactériologique et ne pas hésiter à arrêter rapidement les antibiotiques si bilan négatif. Toutes ces anomalies sont généralement transitoires et réversibles. Donc, la hantise pour nous, néonatologues, c'est l'encéphalopathie hypoxo-ischémique et de mettre en œuvre des stratégies de neuroprotection pour limiter l'apoptose, la mort neuronale retardée. Parce que malheureusement, aucun traitement actuel pour prévenir la mort neuronale immédiate. Pour nous, les dégâts sont là à la naissance suite à une asphyxie périnatale sévère.
Donc, on doit prévenir et le meilleur moyen aujourd'hui de prévention de cette apoptose de mort neuronale retardée, c'est l'hypothermie thérapeutique. L'hypothermie thérapeutique, c'est-à-dire on va diminuer la température, donc avec des corporelles, hein, il y a céphalique, mais la plus utilisée est corporelle totale, un matelas réfrigérant, on baisse la température à 33 à 34 degrés. Bien sûr, il faut opérer pendant cette fenêtre thérapeutique de 1 à 6 heures post-naissance et la garder pendant 72 heures, puis on va réaugmenter progressivement la température corporelle de ce nouveau-né qui est bien sûr admis dans une unité de soins intensifs, intubé, ventilé, sédaté par la morphine. Donc, regardez un peu, c'est pas sorcier. On avait ce matériel, maintenant on manque de consommables, malheureusement, il n'y a pas de représentation actuelle, mais je vous dirai les obstacles. Cette hypothermie, depuis 2010 fait l'unanimité. Sous d'autres cieux, il y a des centres de référence qui l'appliquent et il y a une diminution significative en termes de mortalité et de séquelles neurodéveloppementales chez les nouveau-nés, donc de grade Sarnat, grade 2 et 3. Donc, mais voilà, le premier obstacle, le number needed to treat, c'est 7. Il faut traiter 7 pour espérer avoir un cas amélioré, un pronostic amélioré. Ceci sous-entend qu'il faut, toucher cet effet, il faut qu'il y ait des centres de référence. D'ailleurs, cette étude qui est comparant le même centre, le même service avant et après s'être spécialisé dans la prise en charge par hypothermie cérébrale. Il a tout le matériel nécessaire, il prend dans tous les sens les nouveau-nés, les candidats, il recrute de partout. Son personnel est qualifié, il sait reconnaître des convulsions, des mouvements anormaux, etc. Et on a démontré moins de recours aux anticonvulsivants, moins de recours aux inotropes, aux drogues donc vasoactives et un meilleur pronostic et une meilleure durée d'hospitalisation quand le centre est devenu un centre de référence de l'hypothermie. Alors, quelle autre stratégie, surtout en l'absence aujourd'hui d'un centre de référence en Tunisie, pourtant c'est la seule thérapeutique qui permet d'éviter cette apoptose. Eh bien, des mesures simples déjà. Des mesures simples à passer par le fait d'éviter toute fluctuation thermique, éviter l'hyperthermie, éviter l'hypohypercapnie, l'hypohyperglycémie, l'hypohyperoxie, l'hypohypertension. Rappelez-vous, on a dit qu'il y a une perte de l'autorégulation cérébrale. La température doit être surveillée de près dès la salle d'accouchement. L'hyperthermie est délétère. L'idéal serait de mettre le capteur cutané de la température, surtout pas arrêter, parce qu'on entend ici et ailleurs dire « Ah, il y a l'hypothermie qui protège, éteindre, il faut éteindre la table ». Non, pas du tout, parce que s'il tombe dans l'hypothermie, c'est aussi délétère. Il faut préserver une température entre 36,5 et 37. Éviter les fluctuations de la glycémie. L'hypoglycémie va accentuer les dégâts sur le cerveau. L'hyperglycémie aussi. Il faut restreindre si on est amené à perfuser souvent ces nouveau-nés à 50 ml/kg de glucosé à 10. Mais si le lait maternel est là, on peut donner des 30 ml/kg d'emblée, quel que soit l'état du nouveau-né. Il faut dépister les troubles électrolytiques et les traiter. Il ne faut pas donner le bicarbonate intempestivement parce qu'en administrant le bicarbonate, ça va aboutir à des changements rapides de la capnie et le CO2 donc va altérer la perfusion cérébrale.
déjà, de base, il a une altération du métabolisme énergétique et il a une hyperventilation pour compenser l'acidose. Donc, il est dans un état d'hypocapnie, d'hyperoxie. L'hypocapnie va entraîner une vasoconstriction, l'hypercapnie va entraîner une vasodilatation. L'hyperoxie augmente le stress oxydatif. Donc, vraiment, si on est amené à réanimer ce nouveau-né d'emblée en salle de naissance, on commence par 21%. On mesure et on suit la saturation. Et s'il est ventilé, il faut une ventilation qui utilise des volumes courants bas, des volumes garantis pour ne pas tomber dans l'hypocapnie et surtout pas l'hyperoxie. L'hémodynamique, donc le recours est fréquent aux inotropes, comme j'ai dit. Et là, donc, c'est pour cette raison qu'il faut mesurer ces indications de tonie cardiaque et de remplissage. Alors, autre piste de neuroprotection, il y en a, mais essentiellement, c'est en voie de recherche. On parle aujourd'hui de mélatonine, du recours à la mélatonine, l'érythropoïétine, l'allopyrinol, le magnésium, le sulfate de magnésium en postnatal. On est déjà, l'hypothermie, j'ai dit, elle a montré ses effets. Aujourd'hui, on est en train d'optimiser la prise en charge par hypothermie thérapeutique. Quand on l'a démarré, on compare, on la commence les 3 premières heures postnatales versus 3 à 6 heures. On associe par exemple des gaz comme le xénon inhalé pour ses effets de neuroprotection. Donc il y a beaucoup de chemin à faire toujours pour arrêter cet effet domino, pour arrêter donc l'apoptose et la mort neuronale retardée. Voilà, donc je suis allée vite. En conclusion, l'encéphalopathie est la complication donc la plus redoutable de l'asphyxie périnatale sévère, le plus souvent perpartum. Elle nécessite des critères diagnostiques précis et pour pouvoir évaluer sa gravité, parce que de sa gravité vont découler immédiatement dès la salle de naissance les stratégies neuroprotectrices. Une prise en charge adaptée et précoce va diminuer la morbidité et la mortalité, et place particulière à l'hypothermie contrôlée. Et vraiment, c'est quelque part honteux qu'on n'a pas encore un service de référence qui fait l'hypothermie contrôlée en Tunisie, alors qu'elle est validée depuis X temps. L'évaluation du pronostic se fera donc avec la conjonction des examens cliniques, électrophysiologiques et d'imagerie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Amila. Donc on va passer maintenant à l'intervention du professeur Sonia Blibesh, qui va nous parler du devenir et recommandations, toujours dans le thème asphyxie périnatale. Il est chef service du service de néonatologie à l'hôpital militaire à Tunis. À toi la parole, cher ami. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, donc, je remercie les organisateurs de ce 33e congrès national de gynéco-obstétrique, notre congrès annuel. Donc, au nom de l'Association tunisienne de médecine néonatale aussi, je vais vous présenter essentiellement le travail multicentrique qui a été présenté cette année au cours de son 4e congrès national de médecine néonatale. Sur l'asphyxie périnatale et l'encéphalopathie hypoxique et ischémique du nouveau-né à terme. Merci. Je vais essayer d'être aussi dans les temps pour ne pas se redire. Donc, c'est juste pour en guise d'introduction. Alors, on va parler donc du devenir et des recommandations.
En guise d'introduction, juste quelques définitions nosologiques pour dire que l'asphyxie périnatale représente l'ensemble des manifestations liées à une altération des échanges gazeux utéro-placentaires entre la mère et son fœtus, de survenue soit anté-, péri- ou postnatale, qu'elle soit cette asphyxie de nature aiguë ou chronique, d'origine maternelle, placentaire-ou-fœtale, qui va aboutir à une acidose d'abord respiratoire, ensuite métabolique fœtale et néonatale, pour entraîner ce qu'on appelle l'encéphalopathie hypoxique et ischémique. C'est le terme le plus utilisé au lieu de dire l'encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est plutôt hypoxique et ischémique. Alors l'encéphalopathie hypoxique et ischémique, c'est l'ensemble également des signes neurologiques présentés par un nouveau-né qui est né dans un contexte d'asphyxie périnatale pouvant être responsable de séquelles neurodéveloppementales dont essentiellement la paralysie cérébrale, les troubles cognitifs, neurocognitifs, l'épilepsie et les troubles neurosensoriels, à savoir la surdité et la cécité. Alors donc la paralysie cérébrale également maintenant des francophones, c'est les Canadiens qui ont utilisé cette terminologie depuis les années 2000, c'est la cerebral palsy des anglo-saxons. C'est un syndrome qui associe des troubles du mouvement et de la posture qui sont dus à une lésion cérébrale survenue sur un cerveau en voie de développement, c'est-à-dire sur les 2 premières années, et cette lésion est de nature fixée, non progressive et elle est définitive. L'asphyxie périnatale, généralement, quand on parle d'asphyxie périnatale, on fait allusion à l'asphyxie perpartum, sachant qu'il y a des situations bien évidemment prénatales. Essentiellement, les situations favorisantes sont les grossesses gémellaires dans leur forme monozygote et aussi ce qu'on vit au quotidien dans le préventif, c'est l'asphyxie postnatale. Toute la difficulté, c'est de faire attribuer à un enfant qui a une paralysie cérébrale la liaison en rapport avec l'accouchement. Et on sait qu'actuellement, donc la prise en charge la prise en charge de la grossesse, qui est la naissance, qui est une véritable épreuve pour le fœtus, la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et de la période néonatale immédiate, donc tous va découler pour prévenir cette encéphalopathie hypoxique ischémique qui est redoutable puisqu'elle présente la première cause de lésion cérébrale acquise du nouveau-né et de l'enfant, et elle pose surtout aussi un problème et un enjeu majeur de santé publique en termes de fréquence et de gravité, puisqu'il y a une mortalité très élevée, surtout dans les stades 2 et 3 de Sarnat, stade 3 de Sarnat. Elle pose également un problème socio-économique pour les pays à faible revenu et également des problèmes médico-légaux. Alors, la physiopathologie, ça a été dit, donc elle est un tout petit peu compliquée avec des mécanismes et des conséquences à la fois hémodynamiques et neurobiochimiques. Tout l'intérêt actuellement des travaux de recherche pour l'approche à la fois préventif et curatif. Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments, pas à la fois clinique, anamnestique, clinique et biologique. Et donc, les complications sont diverses, surtout à la phase aiguë, qui sont responsables donc de la mortalité néonatale immédiate dans les formes sévères, dans l'encéphalopathie hypoxique ischémique sévère de grade 3 de Sarnat, et aussi donc liées également à la mortalité immédiate liée à la déférence multiviscérale, en particulier l'ischémie myocardique et l'atteinte pulmonaire rénale et l'ensemble donc des lésions qu'on peut avoir. Le pronostic immédiat, donc il est engagé par la déférence multiviscérale, mais à long terme, le pronostic des enfants survivants de l'asphyxie stade 2 et surtout 3 donc vont avoir des séquelles majeures, et le pronostic va reposer sur également un faisceau d'arguments à la fois cliniques, électriques, neuroradiologiques. La prévention reste irremplaçable, c'est le mot d'ordre, et c'est la collaboration étroite entre nous, les obstétriciens, entre les néonatologistes et aussi avec les anesthésistes réanimateurs en salle de naissance. L'hypothermie, comme ça a été dit, c'est le gold standard actuellement du traitement neuroprotecteur admis depuis les années 2000 dans tous les pays du monde. Quelques chiffres d'incidence, ça a été dit par mon amie Emira. Donc, dans les pays industrialisés, donc, ce chiffre, il est entre 2 et 4 pour 1000 naissances vivantes à terme. Les chiffres les plus élevés sont dans l'Afrique subsaharienne, avec 10 à 25 pour 1000 naissances chez le nouveau-né à terme. Mais en Tunisie, les travaux du groupe d'études de néonatologie sous l'égide de la Société tunisienne de pédiatrie depuis 2004 et 2014 nous met à une situation qui se rapproche un peu aux pays à haut revenu, à 3,52 pour 1000 naissances vivantes. La mortalité actuellement décompte près de 1 à 4 millions de décès par an par cette entité. Et donc, pour les survivants de l'encéphalopathie stade 3, le quart de ces enfants vont garder donc, des séquelles neurodéveloppementales majeures.
Alors, je passe sur, il y a des situations qui sont tout à fait prévisibles au cours de la surveillance d'une grossesse. Et donc là, on se concerte au quotidien avec nos amis obstétriciens par rapport à ces situations pour éviter justement l'atteinte neurologique de ces enfants. Et il y a par contre des situations qui ne sont pas du tout prévisibles et ce sont les accidents qui vont survenir en salle de naissance à l'encontre de tout un suivi obstétrical bien codifié où on a des situations, des accouchements hémorragiques, en particulier les décollements placentaires, la rupture utérine sur utéreuse cicatricielle ou utérus sain, l'hémorragie sur placenta prévia, les accidents surtout dramatiques, et là c'est vraiment l'intervention de toute l'équipe qui doit être là dans les 3 minutes, pas les 15 minutes, pour essayer de sauver un enfant, la procidence du cordon essentiellement, les dystocies dynamiques plus ou moins prévisibles, ça dépend de l'implication de l'ocytocine ou pas sur le déroulement de l'accouchement, et il y a des situations également imprévisibles qui touchent à la maman, particulièrement l'embolie amniotique ou encore tout ce qui est syndrome hypovolémique. Alors, la physiopathologie, ça a été dit, je ne vais pas me répéter. Donc, il y a 3 phases aiguës, la phase au départ déficit énergétique avec reperfusion et ensuite une phase tardive de mort cellulaire apoptique. Là, je passe sur la physiopathologie pour dire que sur le plan neuropathologique, les lésions cérébrales chez le nouveau-né à terme touchent essentiellement la substance grise. Donc, ça touche le cortex, le diencéphale, les noyaux gris centraux, le tronc cérébral, la moelle épinière. À l'encontre du prématuré, quand il fait une asphyxie périnatale, c'est surtout la substance blanche périventriculaire qui est touchée. Et voilà. Je vais pas, l'étude clinique, ça a été dit, ça repose essentiellement sur les données anamnéstiques du dossier obstétrical tenant compte du terrain maternel dont on vient de parler. Les signes de la souffrance fœtale aiguë, ça a été détaillé par mon amie Monia également, essentiellement sur le rythme cardiaque fœtal. L'aspect du liquide amniotique également en salle de travail, c'est un signe donc de souffrance fœtale aiguë. Le rythme cardiaque fœtal, ça a été assez bien détaillé. Les signes de la souffrance, sinon le pH au scalp n'est pas de pratique courante dans notre sous-notieux et les autres mesures de lactate non plus sur le scalp. L'oxymétrie de pouls fœtal, ça a été dit, de même que le CG fœtal, ça a été dit par notre amie Monia. Sinon, pour le score d'Apgar, ce score reste toujours d'actualité puisqu'il rentre dans la définition de l'asphyxie périnatale, mais sur le plan pratique, il manque de sensibilité, de spécificité et il est sujet à caution parce qu'il est très subjectif. Alors, les signes cliniques, ça a été trop bien dit, détaillé par mon amie Emira. Je passe sur la classification en stade modéré, mineur, modéré et sévère de la classification de Sarnat et Sarnat depuis 1976. Elle est toujours d'actualité, cette classification. Et donc, la défense multiviscérale, ça a été trop bien détaillé également. Les examens complémentaires sur le plan biologique, il y a des marqueurs de routine, essentiellement le pH quand il est fait sur l'artère ombilicale ou sur le cordon ombilical artériel ou veineux. Donc, dans l'ancienne définition, c'était un pH inférieur à 7 à 10 minutes de vie, mais sinon, actuellement, on maintient le 7 inférieur à 7,20. Alors, les explorations neuroradiologiques et neuroélectrophysiologiques et l'hémodynamique cérébrale trouvent leur place également, aussi bien sur le plan diagnostique que pronostic, à la phase aiguë, à la phase subaiguë ou à la phase tardive. Alors, l'évaluation clinique, ça trouve sa place capitale pour essayer de stadifier, bien sûr, l'atteinte neurologique. Donc le EG également, c'est un examen clé, ça a été dit, mais très difficilement, on n'a pas toujours cette technique au lit de nos malades qui ont souffert d'une situation de souffrance fœtale aiguë. Elle trouve sa place également dans la démarche chronologique d'évaluation de ces nouveau-nés. Le diagnostic positif, ça a été dit, repose sur les critères cliniques et ou paracliniques en ayant une complication majeure obstétricale avec la présence au cours du travail des signes orientant vers la souffrance fœtale aiguë, à savoir un rythme cardiaque fœtal pathologique, liquide amniotique teinté, le score d'Apgar, le pH bas également, l'évolution dans les premières heures de vie avec un état neurologique précaire et les critères paracliniques, essentiellement l'acidose métabolique et les signes de déférence multiviscérale avec à la neuroimagerie et à l'électroencéphalogramme les signes d'ischémie. Les complications à long terme, donc c'est surtout la première semaine de vie, elle est décisive à partir de 6-7 de vie pour se dire et se prononcer sur le pronostic de ces enfants. Sinon, on ne peut parler d'atteinte motrice qu'à partir de l'âge 4-5 mois, quand tous les réflexes archaïques vont disparaître, on voit apparaître ce qu'on appelle la motricité libérée chez le nouveau-né. Redouter la paralysie cérébrale, bien évidemment. On parle donc, il y a 3 niveaux de gravité selon la classification d'Amiel Tison. Si l'enfant ne marche pas à 2-3 ans, donc c'est une forme modérée. S'il marche aux alentours de 4-7 ans, c'est une forme
sévères et il y a des enfants qui ne marcheront pas jusqu'à l'âge de 7 ans dans les formes très sévères. Les séquelles, je passe. Le pronostic, donc, c'est une tâche délicate pour nous au quotidien, avec des critères pronostiques fondamentaux pour 2 raisons. Un, pour répondre et impliquer les parents, répondre à l'inquiétude des parents, mais aussi pour nous au quotidien, dans les formes sévères, faut-il arrêter, oui ou non, la réanimation, sachant que c'est des décisions très compliquées au quotidien. Le pronostic global, on l'avait dit, donc il repose sur des éléments cliniques, biologiques et sur des éléments, je passe, pour vous présenter sur les éléments biologiques spécifiques, surtout la NSE, la créatine kinase brain-borne, sur les rétropoïétines également, mais sinon sur des données électriques et radiologiques. L'asphyxie périnatale est aussi un problème éthique à la fois en salle de naissance. En salle de naissance, il faut faire réanimation, il faut toujours faire pour un mort-né qui naît dans un mort-né frais, qui naît dans un contexte d'asphyxie périnatale par un événement sentinelle. Il faut faire la réanimation d'attente au profit de l'enfant et on doit décréter l'arrêt de la réanimation pour les nouveau-nés à terme. On le sait, c'est à partir de 15 minutes de réanimation bien conduite. Sinon, pour les prématurés, c'est uniquement 10 minutes. Et dans les autres cas, il n'y a pas de recette, c'est au cas par cas. Et il faut toujours garder un langage optimiste. On sait que maintenant, avec la plasticité cérébrale, ces enfants vont pouvoir récupérer. Il faut accompagner la famille pour un lien d'attachement, pour la réussite de leur prise en charge. Le traitement, ça a été trop bien détaillé par mon amie Emira. Alors, je vous passe l'étude multicentrique avec l'état des lieux en Tunisie sur une étude qui a été faite sur les naissances de 2020. L'année 2020, c'est l'année Covid. L'objectif de cette étude multicentrique était de déterminer l'incidence de l'asphyxie périnatale, d'identifier les facteurs étiologiques et de préciser l'évolution selon le stade de l'encéphalopathie. C'est donc une étude rétrospective, descriptive, sur une durée de 12 mois, qui a été conduite dans 6 CHE de niveau 3, de service de natologie niveau 3, à Tunis, donc l'hôpital militaire de Tunis avec le service de natologie du centre de maternité et de néonatologie de Tunis, au centre par Sousse et Mahdia et au sud par l'hôpital CHU Hedi Shekel de Sfax. Les critères d'inclusion, donc c'était toutes les naissances inborn et outborn, les nouveau-nés à terme, avec la survenue d'un événement sentinelle en anténatal et ou un RCF pathologique, le score d'Apgar qui était coté à 7 à 5 minutes et des signes neurologiques associés ou non à une atteinte multiviscérale. Ont été bien sûr exclues toutes les pathologies qui peuvent interférer avec l'adaptation à la vie extra-utérine. Nous avons recensé 183 nouveau-nés, 40 à Mahdia et 16 au centre Fatouma Bourguiba de Monastir. L'incidence globale de l'asphyxie périnatale était un tout petit peu plus élevée que dans les années 2004 et 2014, à 5,6 pour 1000 naissances vivantes, avec des chiffres variant de 3 à 12 pour 1000 naissances vivantes. Pour les caractéristiques maternelles, l'âge maternel moyen était de 30 ans, avec les primipares était un peu moins de 50%. La pathologie prégravidique, à part le diabète, l'asthme et certaines pathologies immunologiques, il y avait pas mal de morbidité. Alors, pour le déroulement de la grossesse, 59%, les 2/3 des grossesses étaient suivies dans le secteur privé et les grossesses étaient jugées donc bien suivies dans les 2/3 des cas également, alors qu'il y avait encore 9,3% de grossesses non suivies. La pathologie gravidique pendant la grossesse, il n'y avait pas de dysgravidie pour tous ces enfants nés à terme. C'était marqué uniquement par le diabète gestationnel dans 16% des cas et la toxémie gravidique, ainsi que le placenta, accreta ou prévia. L'anomalie du rythme cardiaque, le terme moyen de ces naissances était de 39 semaines et 2 jours. Et le rythme cardiaque fœtal était jugé normal dans 32,8%. Et nous avons vu tout à l'heure la difficulté parfois de savoir interpréter le rythme cardiaque fœtal. Et le liquide amniotique était jugé teinté à méconial dans plus de 45% des situations. Alors, pour le lieu d'accouchement, il était inborn dans 88,5% et outborn, c'était des enfants transférés dans 11% des cas. La voie d'accouchement était la voie basse dans 48% des cas et la césarienne était pratiquée dans 51% des cas. La présentation était céphalique dans les 3/4 des cas, avec une présentation de siège, de présentation dystocique, donc représentée à peu près 23% des cas. Le traumatisme obstétrical grave a été retrouvé également dans 9,8% des cas, en particulier les écorchures et les plaies au niveau de la face, l'élongation du plexus brachial et un cas d'embarrure pariétale. Le score d'Apgar et l'adaptation à la vie extra-utérine, l'état de mort apparente a été retrouvé dans près de 40% des cas et dont 2 décès ont eu lieu en salle de naissance.
Le réanimateur en salle de naissance était essentiellement soit un senior ou un résident dans 114 cas. La durée moyenne de la réanimation était aux alentours de 6,7 minutes, avec au-delà de 15 minutes, a été pratiquée par une sage-femme dans 8 cas. Les gestes de réanimation, la réanimation a été lourde donc dans 11,4%, avec une intubation en salle de naissance dans les 2 tiers des cas. Les causes de l'asphyxie périnatale étaient essentiellement donc funiculaires dans 21% des cas, les circulaires serrés du cordon, les bretelles, les nœuds du cordon, les traumatismes, les manœuvres traumatiques de l'accouchement voix basse, les causes placentaires, les disproportions fœtopelviennes dans 8%, l'infection materno-fœtale dans 8%, il y avait quand même 26% de causes indéterminées. Alors, le délai de transfert en néonatologie de ces enfants, pour les inborn, il était en moyenne de 9 heures et pour les outborn, il était de 7,5 heures. Alors, les données des enfants, donc le sexe ratio était à la faveur de la jante féminine avec un sexe ratio de 0,7. Le poids de naissance moyen, il était de 3146 grammes avec une trophicité normale dans 76% des cas et certaines malformations ont été retrouvées à la naissance. La classification, selon donc, le degré d'atteinte à l'encéphalopathie hypoxique et ischémique, le stade 1 de Sarnat prédominait dans 60% des cas, 26% dans le Sarnat 2 et 14% pour le Sarnat 3. La défense multiviscérale était retrouvée et l'acidose métabolique dans 80% des cas, mais sûrement pas à la première heure de vie ni sur le sang du cordon. La détresse, l'anémie était retrouvée dans 16% des cas, ainsi que la thrombopénie. Les troubles hémodynamiques dans 12,6% des cas, l'insuffisance rénale dans 11% des cas, les troubles digestifs dans 9% des cas et la coagulation intravasculaire disséminée, les troubles de la glycémie dans 7% des cas. Alors, les étiologies de la détresse respiratoire étaient dominées dans le Sarnat type 1 par la détresse respiratoire transitoire. Sinon, l'inhalation myconiale associée à l'HTAP était retrouvée dans 14 cas et l'inhalation myconiale dans 21 cas. La prise en charge thérapeutique, il n'y avait pas malheureusement donc d'hypothermie contrôlée, ça a été dit par mon amie Amira qu'il n'y avait pas donc d'hypothermie contrôlée ni sélective ni globale dans nos services de réanimation néonatale. Il y avait la restriction hydrique dans tous les cas, l'utilisation des anticonvulsivants dans 25% des cas et l'assistance ventilatoire dans près des 2 tiers des cas. L'échographie transfontanellaire n'a pas été faite dans presque 40% des cas, dans le 1 tiers des cas, 38% des cas. Quand elle a été faite, donc elle était normale dans 65,5% des cas. Sinon, les lésions étaient variables entre l'hyperéchogenicité des diffuses, l'hyperéchogenicité des noyaux gris centraux, l'œdème cérébral et la nécrose hémorragique. Alors, pour l'électroencéphalogramme, il n'a pas été fait dans les 2 tiers des cas. Et quand il a été fait dans les premières 24 heures uniquement dans 8 cas. Donc, il a été fait entre 24 et 48 heures dans 32 cas et au-delà de 48 heures dans 7 cas. Alors, l'IRM cérébral n'a pas été fait dans la majorité des cas en cours d'hospitalisation. Quand pour les 10 cas où il a été fait, il était normal dans 4 cas, 4 cas de lésions hémorragiques et 2 cas de lésions ischémiques sous-corticales. Alors, pour l'évolution à court terme, donc il y avait 14% de décès dans 2 en salle de naissance. Et pour les survivants, avec un examen neurologique normal, ils étaient de 82% des cas et un examen neurologique anormal dans 17,3% des cas. La durée moyenne de séjour était de 8,5 jours. Et l'âge moyen de décès est de 5,8 jours, avec un âge moyen de sortie à 9 jours. La durée de séjour donc, était dépendante du stade de Sarnat et dépendante également de la déférence multiviscérale. Alors, pour les facteurs déterminants de la mortalité hospitalière, il y avait une différence statistiquement, il y avait des corrélations statistiquement significatives pour d'abord le stade de Sarnat, Sarnat 3, pour l'état d'adaptation à la vie extra-utérine, pour le score d'Apgar moins de 3, inférieur à 3 à 1 minute, inférieur à 7 à 5 minutes et inférieur à 7 à 10 minutes de vie, et également en rapport avec le lieu d'accouchement pour les inborn. Alors, on a une analyse multivariée. Donc, les facteurs déterminants de la mortalité hospitalière étaient essentiellement le stade 2 et 3 de Sarnat, surtout le stade 3 de Sarnat, qui avait une corrélation statistiquement significative avec la mortalité. Alors, on note un nombre très important par rapport aux survivants de perdus de vue, qui est de 86 perdus de vue. Et pour les 70 suivis dans les services de néonatologie, des consultations externes des CHU, il y avait arrivé à 24 mois uniquement 13 nouveau-nés. Donc, l'évolution donc, à 2 ans, à 24 mois, pour les 13 qui ont été suivis, il y avait 12 d'examen normal et 1 uniquement qui avait une paralysie cérébrale.
Donc, les examens paracliniques également, ils ont à moyen terme tout ce qui a été fait. Donc, par rapport à l'électroencéphalogramme, il y avait 18 patients qui avaient bénéficié d'un électroencéphalogramme à l'âge moyen de 5,8 mois. Les potentiels évoqués ont été pratiqués uniquement dans 4 cas pour ceux qui ont, ils ont poursuivi un suivi. Et 7 enfants avaient donc une IRM cérébrale à la sortie avec un âge moyen de 10,8 mois. Il était jugé anormal dans 3 cas. En résumé, donc, pour dire que c'est une étude qui, tout ce qui est rétrospective, bien évidemment, garde ses limites avec tous les billets et les insuffisants dans les dossiers, bien évidemment. L'année 2020, c'était l'année Covid. Le chiffre, donc, les outborns représentaient donc 11,5% des cas, avec une incidence globale un tout petit peu plus élevée que d'habitude. Et là, les caractéristiques maternelles, je ne reviens pas. Donc, pour dire que finalement, par rapport à ce résumé, donc il n'y avait pas de gaz du sang pour la définition et les gaz du sang ni sur sang du cordon ni à la première heure de vie et pas de lactate également pour le diagnostic. Les transferts pour ceux qui ont été transférés, donc le transfert était tardif avec une qualité de transfert qui laisse également à discuter. Pour les outborns également, les dossiers, donc il y a toujours des retards d'information, les lettres incomplètes, le score d'Apgar qui était côté normal pour des enfants qui étaient en situation d'asphyxie, pas d'hypothermie non plus contrôlée pour les stades 2 et 3 et la faible exploration et pas de suivi de ces enfants malheureusement avec beaucoup de perdus de vue. Alors là, ça a été trop bien détaillé par mon ami Amira Ben Hamid à ce schéma de la prise en charge de ces enfants tenant compte de l'encéphalopathie et de l'EG. Alors, je projette avec vous quelques cas cliniques, donc de situations d'asphyxie périnatale. Là, en situation prénatale, pour un enfant qui est né d'une grossesse menée une grossesse XI, procréation médicalement assistée sur une stérilité tubaire de 4 ans. Cette mère avait une tumeur pancréatique et elle a été opérée au 5e mois de la grossesse d'un cystadénocarcinome pancréatique et elle a développé un état de choc hémorragique avec une anémie à 3 grammes. Elle a dû être transférée en réanimation, transfusée. Et donc l'échographie à 24 semaines était jugée normale. Il y a 35 semaines, quand elle est refait son échographie, on parle d'hydrocéphalie ou de dilatation ventriculaire. L'enfant naît avec une microcéphalie sévère et une craniosténose de toutes les sutures et des 2 fontanelles antérieures et postérieures avec absence de dysmorphie et un bon état neurologique. Donc, il n'y avait pratiquement pas de cerveau, une boîte crânienne. Et quand on a fait donc l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, c'est une agyrie presque totale. Il n'y a pas de cerveau, c'est des petites languettes dans les coupes axiales et sur les coupes axiales en T2 et en T1. Donc, est-ce que l'étiologie de cette ischémie, c'est très probablement prénatal, lié au tableau qu'avait fait la mère d'accident anémique majeur? Est-ce que l'ICSI aussi, elle est pour quelque chose? C'est un point d'interrogation. On sait qu'elle augmente toutes les manipulations gonocytiques, et en particulier l'ICSI, augmente la probabilité d'avoir des malformations de tout type par rapport à la population générale. Donc, ça, c'est donc en coupe sagittale par rapport à cet enfant qui n'a pratiquement pas de cerveau, pratiquement. Il a été perdu de vue à l'âge de 2 ans avec une acquisition qui était déjà à 2 ans. Il avait une acquisition, la position assise, il avait une épilepsie. Pour le deuxième cas, donc la petite qui est née en 2009 également, admise dans un tableau d'asphyxie périnatale. Elle est le premier enfant d'un couple non consanguin. La grossesse était normo-suivie avec un dépistage diabète négatif. Elle accouche à 37 semaines dans un contexte de césarienne en urgence pour toxémie gravidique et œdème aigu du poumon par cardiomyopathie du postpartum et l'enfant naît en état de mort apparente. La mère aussi, elle a été d'emblée transférée en réanimation, intubée, ventilée pour un syndrome de Meadows. Alors, l'enfant a été intubé en salle de naissance, ventilé pendant près de moins de 3 jours. Elle a fait un état de mal convulsif dès la 3e heure de vie, stabilisée sous trithérapie. Elle est restée en coma profond pendant 7 jours et tout le bilan biologique et neurologique, neuroradiologique était en faveur donc, de leucomalacie sévère, cortico-sous-corticale et périventriculaire sur un enfant à terme. Elle est sortie donc à J27 de vie avec une alimentation par une sonde gastrique et elle a bénéficié donc d'une gastrostomie d'alimentation vouée à l'échec à l'âge de 18 mois. Voilà l'état de cet enfant à 2 ans et demi, à 3 ans et demi. Elle est encore vivante, cette fille, avec un poids de 7 ans et demi, de 8 kilos, un encombrement continu, une constipation avec la paralysie cérébrale dans sa globalité, la microcéphalie, l'épilepsie difficilement contrôlable, la surdité, la cécité corticale.
Alors, le syndrome de Meadows, pour vous dire que c'est une cardiomyopathie dilatée associée donc à la femme enceinte qui arrive au 5e mois, qui arrive spécifiquement au 5e mois de grossesse, sur des femmes antérieurement en bonne santé apparente, mais il y a des formes qui ont été décrites beaucoup plus tôt, entre 17 et 36 semaines, ou encore des formes tardives au-delà du 5e mois. L'épidémiologie, donc, c'est l'incidence, c'est une pathologie relativement rare, avec 1% des problèmes cardiovasculaires qui sont associés à la grossesse et 18% des cardiomyopathies non obstructives de la femme en général et 67% pour la femme en période d'activité génitale. Alors, pour les facteurs de risque, c'est l'âge maternel avancé, les mauvaises conditions socio-économiques, la la gémellité. Et voilà. Donc là, un autre cas, c'est un enfant qui est né dans un contexte de choréamniotite et qui a été hospitalisé, qui n'a pas été intubé, qui a bénéficié d'une oxygénothérapie pendant 7 jours dans un hôpital régional, dans un service pédiatrie. Il se présente à l'âge de 4 ans avec ce tableau de tétraplégie spastique avec microcéphalie, épilepsie sévère et cécité, surdité, c'est l'handicap dans sa globalité. Là, c'est la grossesse gemellaire également proche du terme. Ici, on n'est pas sur un enfant à terme. C'est le deuxième jumeau qui est né également, le premier par voie basse. Le deuxième, c'était une césarienne pour des défauts d'extraction sur une présentation transverse. Il est né en état de mort apparente, intubé en salle de naissance. Il garde à l'âge de, vous le voyez ici, à l'âge de 6 ans. Il a une gastrostomie d'alimentation. Il est paraplégique sur une chaise roulante. Là, Yaqin également, elle est née dans un contexte donc, de rupture utérine pour la mère et avec, regardez cette fille, elle est née en état de mort apparente, intubée en salle de naissance et donc à 5 ans avec son père, il lui fait donc il est en train, c'est son père à la maison. Alors cette fille garde une tétraplégie, tétraparésie dystonique avec une athytose puisqu'elle avait une atteinte sévère des noyaux gris centraux et une dyspraxie avec une dysphasie encore. Et voilà cet enfant également. Dans son trotteur, déambulateur, qui est en train de regarder ses pères avec le même âge qui sont en train de jouer. Voilà, donc le 6e cas, pour parler donc d'un enfant qui est né également dans un contexte d'état de mort apparent par voie basse, avec une mauvaise adaptation, intubé en salle de naissance, également né à terme eutrophique, et donc il fait un état de mal convulsif à H3 de vie, et qui a été intubé et ventilé 6 jours. L'IRM cérébral avait montré à J9 de vie une discrète dilatation du système ventriculaire avec un collapsus. Le G était pathologique. Elle est sortie à J16 de vie, mais à 2 ans, elle avait des acquisitions neuromotrices qui étaient tout à fait normales. Elle avait juste une hypothyroïdie périphérique avec une hypertonie à l'âge de 4 mois. Et à 11 mois, c'est un enfant déjà qui commençait à marcher avec appui. Et à 24 mois, elle parlait déjà bien. Donc, comme quoi, donc quand on fait une stadification à la période néonatale immédiate d'une asphyxie sévère, stade 2, stade 3, il faut toujours garder un langage pas trop pessimiste pour les parents. On sait que la plasticité cérébrale actuellement pour les enfants peut faire des miracles pour certains enfants. Alors pour le postnatal, donc là c'est pour vous dire, enfin là je passe pour là c'est un enfant qui est pareil, elle est née à 34 semaines, c'est les prématurés moyens, grossesse gemellaire XI également. Cette fille, elle a fait un postnatal, donc elle a été opérée pour une sténose hypertrophique du pylore avec hernie bilatérale des ovaires et elle a fait un arrêt cardio-respiratoire suite auquel on a gardé donc une tétraplégie majeure avec le recul à 5 ans. Vous voyez un peu la dénutrition majeure, aucune acquisition neuromotrice, cécité, surdité, épilepsie, la totale, c'est le polyhandicap grabataire. Et l'ictère nucléaire également, dans les formes prises en charge tardivement, c'est une situation d'asphyxie postnatale pour ces enfants-là. Alors, les recommandations, ça sera des recommandations générales. En anténatal, qu'est-ce qu'on peut recommander? C'est les transferts unitéraux des nouveau-nés à risque et à temps, avec une bonne coordination, moyennant donc une organisation des soins, à la fois pour la santé maternelle et néonatale, l'évaluation également du fœtus, avec l'évaluation et le développement des critères de souffrance fœtale aiguë, l'amélioration de la surveillance du travail et de l'accouchement, l'introduction, la formation et l'évaluation des nouvelles techniques de monitorage fœtal. Et on sait que la césarienne ne protège pas. On sait que le rythme cardiaque fœtal, il amplifie le nombre de césariennes, mais la césarienne non plus ne protège pas des asphyxies périnatales. Et l'installation dans nos services de la culture de la réunion de concertation pluridisciplinaire entre nous, les gynéco-obstétriciens, néonatologistes et avec nous, bien évidemment, les anesthésistes réanimateurs. En pernatal, c'est toujours la formation médicale continue, le développement professionnel continu de tout le personnel, l'application et l'évaluation de tout le personnel,
En pernatal, c'est l'installation de, là, on ne le redit pas assez, et l'amélioration de l'assistance en salle d'accouchement selon les recommandations de la médecine factuelle et en particulier de l'ILCOR qui fait des recommandations tous les 5 ans. L'étude du placenta, il ne faut pas l'oublier dans les situations indéterminées, on n'a pas d'étiologie, il faut évaluer le placenta. Et en postnatal, c'est l'hypothermie contrôlée qu'il va falloir, il est temps peut-être l'introduire, la centraliser en Tunisie par région, nord, centre et sud, et la prise en charge globale de la défense multiviscérale avec des protocoles écrits, appliqués et évalués tous les 3 ans. À moyen et long terme, il faudrait identifier et implémenter le parcours de suivi de l'enfant à risque de troubles neurodéveloppementaux, aussi bien pour ces enfants nouveau-nés à terme que pour les prématurés, en développant également la création des réseaux multidisciplinaires en Tunisie. Alors là, juste pour repasser, ça a été dit par mon ami Amira Ben Hamida, toutes les publications depuis les années 2000 sur l'hypothermie, avec l'évaluation dans les différents pays à haut et à bas niveau économique. Plusieurs publications, ça c'est de 2018, donc par rapport aux objectifs. Donc c'est une étude ici espagnole qui a évalué 90 unités néonatales de niveau 3. Donc avec des recommandations et la chaîne de neuroprotection cérébrale. La Société de neurologie cérébrale, la NBS, également a fait des recommandations. Et ces recommandations sont scindées en 13 points sur lesquels Amira aussi s'en est bien étalée avec la mise en œuvre d'un pack de pratiques de soins pour prévenir l'encéphalopathie hypoxique et ischémique, pour prévenir toutes les aléas en association avec l'hypothermie thérapeutique. Donc, je passe sur tous ces détails-là. Et là aussi, donc, c'est un article de 2021 qui reprend également, fait par les Américains. Ça a été montré le schéma il y a plusieurs appareillages qui font l'hypothermie, soit sélective, soit globale, l'hypothermie cérébrale ou globale. Et donc, c'est une étude pour dire qu'en Asie du Sud, par exemple, l'hypothermie thérapeutique associée à des soins de soutien optimaux augmente la mortalité et n'assure pas de neuroprotection selon les Asiatiques après une encéphalopathie hypoxique ischémique dans les unités de soins intensifs niveau 3. Ils font par contre attention à tout ce qui a été dit en termes de prévention des dysrégulations thermiques, l'hyperoxie, l'hypocapnie, l'hypoglycémie. Voilà, donc en résumé, l'asphyxie ou la souffrance ou la situation d'un fœtal non rassurant, c'est une pathologie relativement reste fréquente. Le diagnostic de l'encéphalopathie, donc, c'est dans les premières 48 heures, grâce à l'observation du nouveau-né et la cotation, avec surtout la traçabilité d'une heure en heure. Le pronostic neurologique va être conditionné par la présence et la gravité de l'encéphalopathie post-asphyxique. Il va être excellent si absence d'encéphalopathie et les explorations complémentaires n'ont aucune place. Par contre, le pronostic sera réservé si c'est une encéphalopathie avec 40 à 100% donc de séquelles selon la gravité initiale et doit être précisé par l'EEG et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Le traitement par l'hypothermie, c'est le gold standard de la prise en charge et je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. On a consommé le temps qui nous est imparti. Il est 10 heures. On va peut-être faire une ou deux questions. Je quand même, je ne vais pas accaparer toute la séance. Je vais donner à mon ami et mon collègue, mon voisin algérien, Dr Aded, pour donner son impression et son vécu en Algérie. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je viens donc d'entendre les différentes oratrices. Et croyez-moi, ça fait plus de 40 ans que je pratique l'accouchement. Aujourd'hui, l'accouchement me fait peur. Vraiment, il me fait peur. Vous savez, dès que ça tourne mal, l'accoucheur, que ce soit la sage-femme, le médecin, il est mis à l'index. Et vous avez parlé même des problèmes médico-légaux. Faut-il l'aider, le protéger, ou bien l'inculper? Eh bien, je vais vous dire, on aboutit automatiquement vers un handicap périnatal. Et quand il y a un handicap périnatal, c'est triste. C'est toute la famille, mais en général, c'est la mère qui paye l'addition. Si l'enfant a une espérance de vie de 60 ans, elle perdra le sourire pendant 60 ans.
Et c'est pour cela, la première remarque que je dis toujours aux médecins, de ne pas s'acharner sur la réanimation. Je préfère perdre un enfant, 3 ou 4 mois après, elle fait une autre grossesse, elle aura le sourire, elle va être heureuse, que d'avoir un enfant handicapé pendant une 60aine d'années. Ceci étant dit, j'ai vu défiler différentes oratrices, donc, et comme je le dis souvent à Alger, la plupart des délinquants, s'il n'y a pas de handicap, les délinquants sont fabriqués dans les hôpitaux, au moment de l'accouchement. Croyez-moi. Et c'est pour cela que l'accouchement, il faut être un artiste pour faire un accouchement. Il faut prendre tout son temps. D'abord, un accouchement programmé, pour moi, ça ne me dit rien. Ça mène toujours vers une catastrophe. On n'a pas le temps, je programme. Et vous avez soulevé, la première oratrice a parlé de la perfusion des symptômes. C'est elle la clé de toutes les misères. Vous savez, un accouchement, la perfusion des symptômes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène des contractions. Ces contractions vont s'accélérer et l'enfant n'a pas le temps de récupérer. Il est agressé déjà in utero. Et vous avez dit, elle a parlé, je ne sais pas qui a parlé du RCF. Vous savez, le RCF, pendant la contraction, il y aurait des échanges. Il peut y avoir une petite décélération. Mais juste après, il doit reprendre vite. C'est un enfant bon. Maintenant, s'il ne reprend pas vite, ça veut dire qu'il est en train de souffrir déjà. Donc, le patron, c'est la clé de la réussite. Je préfère un accouchement physiologique, sans médicaments, sans drogue, sans symptômes. Le symptôme, on le met uniquement pour corriger une anomalie de la contraction. Et on ne le fait pas systématiquement pour programmer un accouchement. Ça va nous ramener que des problèmes. Il y a aussi l'auscultation. Il faut avoir, même avec le stéthoscope obstétrical, l'œil collé à la patiente. Maintenant, en cas d'anomalie, c'est sûr, traitement d'abord de posture, changement de position, etc. Il y a que vous n'avez pas signalé, bon, c'est les accoucheurs, c'est le toucher vaginal. Ils nous donnent beaucoup de renseignements. Malheureusement, aujourd'hui, les gens font très peu de toucher vaginal. Vous savez, un accouchement physiologique, avant, quand il y a une petite bossure sanguine, on l'acceptait. Finalement, non. Ça veut dire que la tête, elle est martelée contre la margelle du bassin. Il y a une hémorragie. Il y a une lutte. Il faut faire attention. On ne tolère pas la moindre bossure sanguine aujourd'hui. Donc, tous ces éléments vont nous permettre de nous guider et de connaître, de faire une bonne analyse du bassin, la pelvimétrie. Est-ce que la tête, les mensurations, ça va passer ou non? Donc, un bon bassin perméable, un enfant de volume normal, pour qu'il n'y ait pas de disproportion, des contractions physiologiques renforcées à la limite par les médicaments, et pas systématiquement, et l'expulsion, la période d'expulsion également est difficile, surtout qu'aujourd'hui, l'âge du mariage est tardif. On a des périnées un petit peu résistants de la femme autour de la trentaine, 35 ans, ce qui peut nous amener une souffrance fœtale qu'on peut régler avec une large épisiotomie. Et n'hésitez pas même à faire une épisiotomie bilatérale. Donc les gens, c'est pour sauver cet enfant. Il y a aussi le forceps, une extraction instrumentale. Quand on va à une souffrance, on ne va pas faire de la pression et l'expression utérine. J'ai vu des femmes, avec des aides qui montent sur la table, qui appuient sur le ventre. C'est terrible. Croyez-moi, c'est terrible. Il faut un minimum de force. On peut avoir recours à un forceps pour protéger cette tête fœtale. Il y a aussi à la naissance cette histoire d'Apgar et les premiers gestes devant un mauvais Apgar. Vous êtes mieux placé que moi, c'est de faire une désobstruction des voies trachéales. C'est l'aspiration endotrachéale
la ventilation qui a été signalée et aussi lutter contre l'acidose. Donc, il faut pour pouvoir faire les premiers soins d'urgence que tout le monde doit connaître, l'accoucheur en général, quelle que soit sa fonction. Mais croyez-moi que l'accouchement aujourd'hui me fait peur. Je vous remercie parce que, surtout, vous avez montré des images. Et je crois que chacun de nous va rentrer à la maison avec ces images. C'est pour cela que j'ai dit que je préfère avoir à faire un décès que d'avoir traîné toute la vie. Et s'ils ont une espérance de 60 ans, c'est la mère qui paie la sauce. Croyez-moi. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention dans la salle? Oui. Merci, Dr Blib, chez toutes mes amies qui sont ici. Alors, ça, c'est un problème qui est récurrent, qui est redondant. Tous les jours, on est dans cette galère dans nos maternités, surtout les maternités où on n'a pas vraiment une prise en charge néonatologique on-site. Et de toute façon, l'étude que vous avez présentée sur les services universitaires ne montre pas vraiment de meilleurs résultats tangibles. Alors, pour le diagnostic anténatal de ces asphyxies périnatales, est-ce qu'on va mettre en place? On sait que l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, il a ses limites en tant que méthode et en tant que résultat. Donc, le pH au scalp et les lactates, c'est difficile à mettre en place. Et donc, pour le sang du cordon, la mesure du pH en sang du cordon, les gaz du sang, est-ce qu'on doit investir dans nos salles de naissance pour installer justement des appareils pour cette mesure? Est-ce que c'est efficace ou pas? Et deux, il faut qu'on ait justement des critères qualité pour la prise en charge néonatale en salle de naissance. Et donc, là, on est en train d'avoir peut-être des mauvais résultats qui sont d'ordre technique. Et parfois, on a des résultats qui sont peut-être un petit peu prévisibles. Et donc, il y a des asphyxies périnatales, même en prépartum. Et donc, l'accouchement ne vient qu'après, et le résultat est le même. Et puis, puisque tu es à l'hôpital militaire, et je pense que vous êtes le seul service qui a l'analyse informatisée du RCF, donc je ne sais pas, est-ce que ça a pu améliorer un petit peu les résultats? Je sais que c'est multifactoriel, je sais que c'est difficile à évaluer, mais est-ce que ça apporte quand même un plus? Voilà, merci. Alors, pour implémenter les gaz du sang, alors sur sang du cordon, c'est facile à faire. Alors pour un nouveau-né qui est né intubé en salle de naissance et de ramener dans le service, dans l'heure qui suit, on peut faire l'analyse des gaz du sang. Maintenant, le faire en salle de naissance sur sang du cordon, techniquement, je sais que c'est par contexte et par région et par hôpital et par niveau de soins. Ça a l'air d'être un tout petit peu compliqué à le généraliser dans en tout cas, dans les maternités niveau 3, c'est concevable, ça peut se faire. C'est un investissement sur l'appareil de gaz de sang qui peut tout à fait se faire. Et la pratique aussi, même par les sages-femmes, on leur dit au quotidien de faire le groupe sanguin du nouveau-né sur sang du cordon. C'est pas la peine d'aller piquer le nouveau-né pour une mère résus négative, ne serait-ce que ça. Donc là, pour cette question, oui, c'est faisable et c'est une volonté. C'est une volonté de l'instaurer pour, en tout cas, les services qui prennent en charge les nouveau-nés graves qui doivent être transférés dans les services à soins élevés. Pour la question du rythme cardiaque fœtal à l'hôpital militaire qui est numérisé, est-ce qu'il a amélioré ou pas? Bon, l'année 2020, c'est vrai qu'on a constaté par rapport à l'hôpital militaire, c'est uniquement une toute petite augmentation. Est-ce que c'est l'effroi de peut-être... Il n'y avait pas beaucoup le temps, il y avait très peur, il y avait une réticence par rapport aux femmes de les s'approcher. Je pense, je dis ça comme ça, c'était l'année de la panique générale pour dire qu'on a augmenté un tout petit choix parce qu'on avait le chiffre le plus bas au niveau de l'asphyxie périnatale. Nous sommes une maternité à 2500 accouchements par an. Avec cette année-là, il y avait 1900 naissances vivantes en 2020 et donc il y avait même la réduction du nombre d'accouchements. Pour te dire, est-ce que c'est le fait d'avoir un RCF numérisé, il a amélioré ou pas? Je ne sais pas. Au contraire, je pense que quand il y a une souffrance fœtale sur l'RCF, hop, directement c'est la césarienne et on se retrouve avec des enfants qui s'adaptent bien, qui n'ont rien du tout sur le plan neurologique. Et voilà, si je dois répondre juste à cette question. Il y aura le symposium par la suite. Je laisse juste une intervention. Tu as eu déjà un temps de parole, Amira.
Vas-y. Bon, juste par rapport à Dr Adé, ne pas s'acharner. Rapidement. Hein. Oui, voilà, donc je réplique sur ça. Le plus important, c'est la formation du personnel de la salle de naissance pour être là et intervenir à temps selon les recommandations. Parce que en matière d'asphyxie, la majorité vont répondre à une simple ventilation en pression positive menée à temps. Il peut être dans un état, il paraît en état de mort apparente et au bout de 30 secondes, il va reprendre si on applique de façon efficace à temps une ventilation. Ne pas s'acharner vu le contexte obstétrical grave. Par exemple, d'emblée, comme ça, on prend la décision et on est hésitant, etc. Il peut survivre parfaitement. Parce que généralement, en matière d'encéphalopathie hypoxo-ischémique, c'est une dépression respiratoire. Au départ, il gaspe. Si on le laisse sans réanimation, il va survivre. Il va y avoir une resuscitation. Il y a la non-assistance voilà. de personne. Donc, l'ILCOR prévoit d'arrêter la réanimation au bout de 20 minutes de réanimation bien conduite et menée à temps. Donc, je comprends votre position, mais il faut vraiment axer les recommandations sur la formation du personnel, en l'occurrence les sages-femmes, surtout au premier plan. Il y a la concertation, je vois, de mon vécu. Il n'y a pas suffisamment de concertation entre l'obstétricien et le néonatologue. On appelle le néonatologue, il ne discute même pas, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il arrive sur place et la sage-femme à peine, et lui dit... Il arrive à la dernière minute. C'est pour cela qu'il faut discuter et planifier et améliorer ça. Je pense travailler en équipe, c'est ça qui va améliorer. On ne va pas culpabiliser l'un et l'autre. C'est travailler en équipe, main dans la main, et le fruit, c'est le bébé qui est en bonne qualité. Le néonatologiste ou le pédiatre, il arrive à la fin de la chaîne. Donc, il ne connaît pas le dossier de la malade. Il ne connaît pas les antécédents. Il ne connaît pas le déroulement du travail. Et il est face à un problème. Et c'est vrai, l'accoucheur, je l'ai dit, il faut des gestes rapides à la naissance. Par exemple, moi, dès que je tire un enfant, que ce soit par voie basse ou par voie haute, le premier geste avec la compresse, hop, je dégage donc la bouche, toutes les glaires, toutes les saloperies, et tout de suite, il reprend, sans faire quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai dit toujours le premier geste, c'est l'aspiration d'entracale, parce qu'il gaspe, il aspire, et la ventilation. Si parfois il reprend rapidement, on n'a pas besoin d'aller faire une réanimation métabolique. Mais là, c'est vrai, c'est à la dernière minute que la sage-femme va appeler le pédiatre. Lui, il est occupé également par autre chose. Et vous savez, je crois que les meilleurs accouchements, c'était les accouchements à l'ancienne avec la matrone, parce qu'elle est collée à la parturiente. Mais dans une clinique, dans un hôpital, vous avez 2 sages-femmes pour je ne sais pas combien de femmes en travail, et ça passe inaperçu. Croyez-moi, il faut être collé à la patiente. C'est pour ça que j'ai dit l'accouchement, il faut être un artiste. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un accouchement. Et même la césarienne, elle ne met pas à l'abri. Vous savez que le produit, il est meilleur quand il y a une naissance par voie basse, par les voies naturelles, que par la césarienne. Et vous l'avez dit, il faut rapidement 3 minutes, moins de 3 minutes, parce que le produit, les drogues vont passer chez l'enfant. Là, dans ce cas-là, si on est en retard, il faut attendre donc le relargage des drogues pour avoir, sinon on aura un enfant qui est déjà endormi. Endormi, encore. Asphyxié, c'est plus grave encore. Voilà. Très bien, je pense qu'on a vraiment passé le temps de 16 minutes. La séance est levée, je vous remercie.